Salut et bienvenue dans un nouveau format de la chaîne, plus cool, plus détendu, qui revient sur des sujets larges, autour des comics, et principalement de l'univers Marvel. Mais aussi des comics. Et de l'univers Marvel. Bref. Cette vidéo ne vous dévoile pas des sujets qui sont gravés dans le marbre. C'est plus mon avis personnel, mes connaissances et ce que j'ai envie de vous partager. On reviendra de temps en temps sur des sujets variés autour des comics, et de l'univers Marvel comme principal exemple. J'ai déjà quelques idées en tête et j'avais envie d'en parler et de partager ça avec vous. C'est un peu comme un live ou une conférence, mais avec un minimum de montage. J'espère que ça vous plaira. Le dossier comics d'aujourd'hui s'apporte à la continuité Marvel. Mais en fait, il ne s'adresse pas qu'à cela. Je vous mens dans le titre. Et je m'en excuse pas. C'est la continuité des comics en règle générale. J'ai remarqué que beaucoup de lecteurs sont largués avec les deux maisons mères des comic books, Marvel et DC. Surtout ces 15-20 dernières années avec des relaunchs ou des reboots annuels. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément le lexique employé couramment par ces deux maisons d'édition des comics, le terme relaunch a été utilisé par DC Comics pour la première fois afin de décrire l'événement New 52. Il ne s'agissait pas d'un reboot classique puisque certaines séries n'ont pas totalement été effacées, alors que d'autres, oui. Il s'agit donc d'une relance plutôt que d'un recommencement. En exemple, le Fresh Start de Marvel est un relaunch. Quant au reboot, c'est quand tous les événements précédents sont effacés pour repartir du début jusqu'aux origines des pouvoirs des super-héros quelquefois. Il est vrai que dans la littérature générale, quand un univers est créé, il suit toujours une continuité. Je prends un exemple le plus connu dans les mangas, c'est Dragon Ball. Hormis le GT, la continuité est bien présente. Et pourtant, Dragon Ball, ça existe depuis 1985. Ça, c'est la toute première série publiée en France. À l'époque, ça valait 18 francs. Les personnages ne vieillissent pas réellement en même temps que le lectorat, mais la continuité est bien représentée. Pour la bande dessinée franco-belge, c'est la même chose, même si l'exemple que je vais donner n'est pas vraiment un bon exemple. Je pense à Astérix. Cela est encore différent car chaque épisode n'efface pas les événements précédents. Mais là, les personnages ne vieillissent absolument pas. Bon, j'ai pas d'Astérix sur moi. Et je ne prends que Dragon Ball et Astérix comme exemple, mais ne pensez pas que je dis que c'est le cas pour tous les mangas et toutes les BD. C'est pas ça mon propos, je parle des cas les plus connus. Donc il y a une continuité, mais pas une réelle évolution dans l'univers. C'est encore un cas différent. Marvel Comics a fait ça durant des décennies. 15 ans s'écoulaient chez nous, alors que seulement 1 an était passé chez nos héros. C'est sûr que sur des grosses usines à comics comme DC et Marvel, qui existent depuis 80 ans, on ne peut pas suivre une chronologie classique. Car sinon Tante May aurait 150 ans et quasi tous nos héros seraient sur le point de mourir de vieillesse. Ou alors on les rend tous quasi mortels et si ça marche pas, on les congèle. Seulement, pourquoi ne pas avoir continué comme avant et laisser passer 15 ans de publication pour 1 an d'histoire? Plusieurs critères rentrent dans cette explication. Vous allez me dire qu'en premier temps, c'est bien sûr un moyen au nouveau lectorat de commencer ces nouvelles aventures avec une bonne porte d'entrée. Alors il y a la porte d'entrée, la vraie, avec des bonnes charnières. Et puis il y a la petite porte d'entrée des coulisses, où tu arrives dans une discussion et tu ne te sens pas le bienvenu. C'est souvent ce deuxième cas ces dernières années. Mais on y reviendra. Donc, une bonne porte d'entrée pour les nouveaux qui veulent se lancer dans l'aventure après avoir vu 20 films Marvel. Ok, on voit tout ce que ça donne. Mais à l'inverse de ce qui existe chez toutes les autres maisons d'édition, dans n'importe quel format à lire, il y a bien une chose que les autres ne font pas aussi bien que Marvel et DC. Vous avez deviné? Non. Les scénaristes. Ce sont les scénaristes qui font pondre les œufs d'or des poules de ces deux maisons d'édition. Pour DC Comics, c'est Batman, et pour Marvel, c'est Spider-Man. Les deux personnages à avoir eu le plus de reboot, retcon, relaunch, hors continuité, et j'en passe. Ces deux personnages en exemple rencontrent le succès non pas par leurs origines, que l'on connaît tous par cœur, mais par leurs histoires à certaines périodes, écrites par des scénaristes. Des grands scénaristes. Vouloir suivre une continuité stable sur ces deux personnages que je prends en exemple dans ce dossier comics, relève une prouesse et un savoir des plus impliqués. Leurs univers respectifs est tellement immense, avec toute une gamme de personnages à exploiter, que c'est une aubaine pour tout scénariste digne de ce nom. Certains ont pu travailler une dizaine d'années sur des personnages avant de laisser leur place à d'autres écrivains prometteurs. Et quand cela devient très imposant et apporte beaucoup de conséquences, on a tendance à repartir de zéro ces dernières années pour laisser la place aux nouveaux scénaristes, afin qu'ils puissent s'exprimer à fond et laisser libre cours à leur imagination sans devoir récupérer les pots cassés des écrivains précédents. Pendant de nombreuses années, les scénaristes changent sans que la continuité soit endommagée. La numérotation suit un ordre classique et afin de resituer certaines périodes, car des écrivains ont plus marqué des esprits que d'autres, on emploie le terme de run. Un run est une période durant laquelle un artiste ou un auteur a travaillé sur une série durant plusieurs numéros. Et ces runs forment le plus souvent un arc narratif. C'est la somme des numéros qui constituent une histoire globale, marquée par un début et une fin. Je vous donne quelques exemples sur Batman et Spider-Man. Bon, pour Batman, je vous l'avoue, je m'y connais beaucoup moins qu'avec l'homme araignée. Mais celui qu'on parle le plus souvent est le run de Grant Morrison. Arrêtez-moi si je me trompe.
Non, vous pouvez pas m'arrêter. Je vais continuer alors. Cet excellent run s'appelle en France Grant Morrison présente Batman. Il porte le nom du scénariste en titre. Si ça, ce n'est pas une importance de ce que je vous raconte dans cette vidéo, je sais pas ce que c'est. Mais même dans ce run bien amené, il amène à une couille sur l'âge de Damian Wayne, le fils légitime de Bruce Wayne, à la suite dans le New 52. Avec ce run, il est censé être né 5 ans auparavant, et pourtant il en a 11 ou 12 ans à son arrivée dans le New 52, alors que la continuité de Batman n'avait pas été touchée dans ce relaunch d'ici. Mais bref, sinon j'ai beaucoup aimé le New 52 et le run de Scott Snyder sur Batman. C'était vraiment excellent. Pour Spidey, vous avez le run de McFarlane qui a fait repartir la série au numéro 1 et une fois terminé, ils ont repris leur numérotation classique. Un bel exemple aussi. Pour le run de Straczynski, que j'ai seulement en kiosque, il faisait partie de la continuité classique, mais formait un arc narratif avec un début où tout le monde pouvait s'y lancer et une fin qui, malgré ses conséquences, sont restées pour la suite des aventures de l'homme araignée pour le scénariste suivant. On passe au troisième cas et le dernier pour l'instant en France, c'est le run de Dan Slott qui a duré 10 ans et vient de se terminer pour nous en France. Contrairement à tous les autres, Dan Slott a subi des relaunchs et reboots à foison tout en restant sur le même personnage. C'est assez incroyable. C'est difficile de parler d'un seul run pour Dan Slott car il a subi plusieurs numéros 1 ces dernières années. Et on en vient au dernier point de cette vidéo qui casse tout ce que j'ai pu dire avant et qui va échauffer les esprits de certains d'entre vous. Pourquoi tous ces numéros 1 ces 10 dernières années chez Marvel? La réponse, j'en sais absolument rien. Enfin si, c'est la première hypothèse que j'ai donnée dans cette vidéo. Trouver un nouveau lectorat. Car avant, quand un run se finissait, on continuait tout de même sur la numérotation d'origine. Et ces numéros 1 n'en étaient pas. Là, je prends l'exemple de Superior Spider-Man. Octopus dans le corps de Peter, Peter récupère son corps, le Secret Wars arrive. À leur retour, les univers sont fusionnés, mais Peter continue ses aventures en tant que PDG de Parker Industries. Secret Wars est donc un faux reboot, mais un vrai relaunch. Et pourtant, on le classifie toujours de reboot. Oui, dans le Secret Wars, c'est un reboot, mais plus ensuite, et toujours Dan Slott sur la série. Tout ça pour dire que c'est extrêmement complexe de s'y retrouver dans cette continuité. Si j'ai un conseil à vous donner pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'univers Marvel ou DC, c'est de choisir votre personnage, et de choisir votre scénariste. Pour moi, il n'y a que comme ça que vous pourriez vous y retrouver sur certains grands héros de ces univers. Et après en avoir lu quelques-uns, vous les resituez sur un ordre chronologique, en espérant qu'il n'ait pas suivi de retcon. Ah oui, la retcon, autrement appelée en français la continuité rétroactive. C'est quand un auteur souhaite reprendre une partie du passé d'un personnage pour le coller à son récit actuel, et ainsi arranger une incohérence sur la ligne temporelle. Exemple, Jessica Jones chez Marvel a été créée 39 ans après Spider-Man, et pourtant elle était au collège avec Peter Parker. Mais on ne l'avait jamais vu avant car le personnage n'existait pas. Et ça ne s'est pas vraiment passé il y a 39 ans car les personnages ne vieillissent pas pareil que nous. Pas tous en tout cas, car c'est le cas du Punisher qui a bien vécu la guerre du Vietnam et a son âge réel. Vous voyez, c'est le bordel la continuité, que ce soit chez Marvel, mais aussi chez DC. Mais encore une fois, ce cas n'est présent que dans ces deux maisons d'édition, car elles sont immenses et extrêmement larges de personnages. Est-ce qu'il aurait fallu continuer et faire vieillir nos personnages, puis les laisser mourir définitivement pour laisser la place et le costume à d'autres personnages? Ça a été le cas avec le Marvel No, mais sans pour autant sauter définitivement le pas, mais j'en suis pas mécontent. C'est bien de retrouver nos héros d'origine avec le Fresh Start. Sinon, il existe toujours la solution de créer un nouvel univers afin de faire repartir tout le monde à zéro, et ainsi mettre ces personnages au goût du jour. Ça a été le cas avec l'univers Ultimate chez Marvel. Mais encore une fois, l'erreur a été de faire repartir Peter Parker dans une seconde série. Ce qui n'a absolument pas fonctionné pour cet univers créé expressément pour ça. Grâce à ça, nous avons pu découvrir Miles Morales à la place de Peter, et il est encore présent maintenant dans nos comics. Héros du film Spider-Man Into the Spider-Verse, quand même. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est impossible pour ces deux maisons d'édition de faire mourir définitivement ces personnages, pour laisser la place à d'autres. Et c'est encore plus vrai ces dernières années avec les films de super-héros. Il faut constamment que ces héros soient accessibles dans leurs nouvelles aventures pour le nouveau lectorat. Mais ça a l'effet inverse, car justement c'est ça qui prend la tête aux novices en découvrant qu'il existe des dizaines de tomes 1. Alors qu'à côté de ça, il n'y a qu'un seul tome 1 de DBZ, un seul tome 1 de Naruto, de One Piece, d'Astérix, de Tintin, etc. Est-ce que justement ce n'est pas ça qui freine la consommation de bandes dessinées américaines dans les pays francophones? Et ne serait-ce pas ça justement qui freine les cinéphiles fans de super-héros à se lancer dans l'aventure des comic books? Des millions d'entrées au box-office, même pas 100 000 lecteurs en France. Bref, on développera plus tard le sujet des films et des comics dans un autre dossier. J'ai pas mal de choses à dire aussi là-dessus. Mais sachez que les comics ne s'arrêtent pas seulement à Marvel et DC. Certains ont pu créer des séries indépendantes durant plusieurs années. Je pense à Robert Kirkman pour ce dossier avec sa série Invisible et le petit univers étendu qu'il a créé avec les Gardiens du Globe, Tech Jacket, Brit, etc. Et pourtant, même lui n'a pas hésité à utiliser l'excuse du voyage dans le temps
pour effacer certaines conséquences de son scénario. Ah, le voyage dans le temps, ça aide à réparer pas mal de choses aussi, mais il ne faut pas en abuser et l'utiliser à bon escient. Et c'est loin d'être le seul à avoir créé des séries héroïques ou non sur une centaine de numéros. Mais si j'ai un dernier conseil à vous donner pour vous lancer dans ces univers, c'est de ne pas vous prendre la tête. Prenez et lisez ce qui vous donne envie. Des événements majeurs, même s'ils sont sans trop de conséquences au final, un run, une histoire courte sur un personnage avec un arc narratif, etc. J'ai plein d'exemples. Le run de Garth Ennis sur le Punisher, le run de Frank Miller sur Daredevil, celui de Mark Waid sur Daredevil aussi, celui de Mark Millar sur Ultimates, sur Wolverine. Il y en a plein. Tout ça sans Marvel Icons et c'est à la portée de tout le monde. Encore une fois, lisez des œuvres comme celle-ci et vous recollerez les morceaux après. Le plus simple, c'est de ne pas vous prendre la tête comme je viens de vous le faire et de vous faire plaisir. Ça reste un moment de plaisir sur lequel on peut interagir ensemble dans le respect de chacun autour d'une passion commune. C'était Marvel et à bientôt pour un nouveau dossier comics. Salut! Oui.